retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Hamidine Khan, et de nos éditorialistes Ramayat. Et nous avons été rejoints par Djemal Kaleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir. Place tout de suite à notre grand angle économique. Le président angolais João Lourenço a encore frappé. José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président, a été limogé de ses fonctions à la tête du fonds souverain. Une décision consécutive à une enquête externe qui a émis quelques doutes sur la performance et la gouvernance du fonds en question. Les précisions de Sharon Camara. João Lourenço poursuit sa stratégie politique à la tête de l'Angola. Le président angolais a démis José Filomeno dos Santos de ses fonctions à la tête du Fonds souverain. Président de l'institution nationale depuis 2013, le fils de l'ancien chef de l'État a été récemment mis en cause dans le scandale des Paradise Papers. Il est accusé d'avoir versé des dizaines de millions de dollars à l'un de ses proches, l'homme d'affaires suisse Jean-Claude Bastos. Le motif avancé et le lien par rapport au scandale révélé par Wikileaks. Et ça, c'est le motif officiel. Et comme cela s'inscrit dans une série de licenciements, de mises à l'écart, la plupart d'entre nous s'interrogent pour savoir quelle est la nature réelle ou exacte de la décision qui est prise. José Filomeno dos Santos a immédiatement été remplacé par Carlos Alberto Lopez, un ancien ministre des Finances. Le président de la République a par la même occasion renouvelé le conseil d'administration de l'institution nationale. Le fonds souverain angolais gérait 5 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2017, dont 48% étaient dédiés à l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas la mise à l'écart qui importe, c'est de savoir si dans les mois ou peut-être les années qui suivent, si ceux qui ont été mis à l'écart vont être renommés. S'ils sont renommés à des hautes fonctions, on dira simplement qu'il s'agit de la reprise en main par le nouveau chef d'État de l'appareil d'État. S'ils sont effectivement écartés à titre de punition ou d'exemple, ou alors parce qu'il s'agit de liquider le système ancien, là nous serons en face d'autre chose. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2017, le président João Lourenço a renvoyé plusieurs patrons d'institutions et de secteurs clés du pays, tels que la Banque centrale, le pétrole, l'industrie du diamant ou encore les médias, la plupart d'entre eux étant des fidèles de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Parmi eux, sa fille Isabel dos Santos, qui était à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Djemal, quel regard portez-vous sur la politique menée jusqu'ici par le président angolais João Lourenço? Comme souvent, les observateurs que nous sommes, quand il est arrivé au pouvoir, on s'est dit, voilà un prête-nom, un faire-valoir, un homme terne, effacé, que personne ne connaissait en dehors du fait qu'il soit un apparatchik du MPLA. Il va venir continuer l'œuvre de son prédécesseur, protéger les intérêts des uns et des autres, sauvegarder la situation, le patrimoine de la révolution de l'époque. Il n'en reste pas grand-chose. Et continuer Caïn Cara dans des conditions qu'on n'imagine pas extraordinairement bonnes. Et le président dos Santos continuerait probablement à tirer les ficelles derrière. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais jusqu'ici, il nous a démenti. Il nous a prouvé qu'il a de la personnalité, qu'il a de la poigne, qu'il est capable d'être fidèle parce que toute sa fidélité à son entourage, à son parti, à sa famille politique ne s'est pas démenti. Mais le fait de marquer de son empreinte sa présence, son gouvernement, par déjà le premier geste fort du départ d'Isabel dos Santos. Et puis aujourd'hui, par celui-là, mais pas seulement, par le changement de cap politique, d'orientation politique, par la confiance nouvelle qu'il fait dans des nouveaux partenaires économiques et puis par l'orientation nécessaire de la vie de l'économie de l'Angola. Le tout pétrole a ses limites et le discours qu'il tient, mais enfin c'est très compliqué de lui faire un bilan après 6 mois, on le fera plus tard. Mais jusqu'ici, c'est un sans faute, mais alors un vrai sans faute, que je crois que je ne suis pas le seul à saluer, nous le saluons tous. C'est pas dans, je finis juste, c'est pas dans le fait qu'il ait enlevé, ça c'est des gestes qui ont leur importance, mais enfin c'est pas ça qui est fondamental. Mais ce qui est important, c'est l'empreinte qu'il est en train de marquer
depuis son arrivée. À ce propos, justement, certains, y compris certains membres du MPLA, le parti au pouvoir, parlent de chasse aux sorcières. Le MPLA, qui on le rappelle, a toujours pour président le président José Eduardo dos Santos. Est-ce que cette nouvelle politique de rupture menée par le président João Lourenço n'est pas de nature à fragiliser, à diviser davantage ce parti ramayad? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'Angola. C'est cette grande nation qu'est l'Angola dont les intérêts doivent être supérieurs à ceux d'un parti, d'un clan ou d'une famille. Et incontestablement, il y a une sensation Lourenço, clairement. Il était supposé être un pantin, une marionnette, être composé avec un clan à qui il doit tout. Et il a surpris son monde. Mais c'est qu'au fond, je pense que cette capacité, ce qui est assez étonnant, c'est que le MPLA laisse faire d'une certaine manière, parce que vous parlez de chasse aux sorcières, mais tout ça se déroule depuis qu'il est arrivé, sans vraiment de heurts importants. La situation qui est pour moi la plus importante à analyser n'est pas tant, une fois qu'on a parlé de Lourenço, n'est pas tant politique qu'économique. L'Angola est un géant qui est à genoux, qui tire 70% de ses revenus du pétrole, dont on sait la chute des cours. C'est un pays endetté, c'est un pays qui a une inflation très forte. On sait quand même que c'est une population qui majoritairement, 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. On a un système de santé qui est délabré, un système éducatif qui est délabré. Le taux de mortalité des moins de 5 ans, c'est le plus important de la planète. Pour ce pays-là, qui quand même connaissait entre 2002 et 2015 un taux de croissance qui pouvait dépasser les 20%. Je veux dire, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Comment un tel pays a-t-il pu produire de tels résultats en termes de sous-développement? Et donc, Lourenço, semble-t-il, à travers les premiers pas qu'on peut analyser, a compris cela et procède par une espèce de nettoyage démocratique sur l'aspect corruption, en sortant les enfants de Santos. Bon, maintenant, attention, parce que vous l'avez dit, Dos Santos est toujours à la tête du MPLA. Certes, il est affaibli et tout ce qu'on veut, mais il est encore à la tête. Il a encore des relais. Attention aussi à ses soutiens, parce que bon, lui aussi fait partie des générations qui passent pour un héros de l'indépendance, etc., qui a pacifié le pays. C'est aussi les années de la croissance. Et la situation financière de l'Angola est encore très compliquée. Donc, je pense que Lourenço sait qu'il marche sur des œufs et donc il accélère. Monsieur Canalizé. Non, je veux dire que les décisions qu'il a commencé à prendre sont de très bonnes décisions. Et puis, il y a une très grosse corruption en Angola. Très grosse corruption. Et c'est Luanda, c'est la ville la plus chère du monde. Alors que la population angolaise croupit dans la misère. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, jusqu'à d'ailleurs il y a 3 ans, l'Angola a gagné beaucoup d'argent grâce au pétrole, au Cabinda surtout, mais ils n'ont pas su gérer justement toute cette manne pétrolière. Ils ne se sont pas diversifiés et puis l'économie angolaise ne repose que sur le pétrole. Alors que l'Angola a d'autres potentialités. Et les diamants. Voilà. Et puis il y a l'agriculture qu'ils doivent développer, voyez-vous. Et puis il y a le tourisme qu'ils doivent développer. Il y a par exemple le secteur de la pêche qu'ils doivent développer. Il y a énormément de secteurs stratégiques que l'Angola peut développer parce que ça c'est un géant qui ne connaît pas sa force en fait. Et puis moi je pense que d'ailleurs l'actuel président, c'est un bras de fer qu'il est en train de faire avec Dos Santos. Et moi, je pense que ce bras de fer, il va le gagner. Parce que la fille de Dos Santos, qui a investi massivement au Portugal, dans les télécoms, dans les banques, on sait que c'est pas son dû. C'est de l'argent de la population angolaise. Donc tout ça, c'est de la corruption, c'est un vol carrément déguisé. Donc le fait qu'ils mettent en marge les fils dos Santos, ça veut dire qu'il est en train de prouver à la population angolaise et puis au parti, le MPLA, qu'il est sur le bon chemin. Je crois qu'il est à encourager et puis qu'il aille de l'avant.
Et il faudra aller bien évidemment bien plus loin que la lutte contre la corruption. Djemal, je voulais qu'on parle un petit peu de l'opposition angolaise. Dans quelle position se situe-t-elle désormais? On se demande contre quoi finalement elle s'oppose. Est-ce que cette nouvelle politique du président Lourenço lui laisse une porte ouverte ou est-ce que finalement ça lui complique un petit peu la tâche? Elle est très peu audible, elle est même quasi inexistante à l'intérieur. Elle est plutôt présente au Portugal notamment. J'en connais certains que je salue d'ailleurs. Elle ne fera pas par beaucoup d'enthousiasme ni beaucoup d'efficacité. C'est une réalité. En même temps, elle n'a pas eu beaucoup d'espace. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que ce pays a une indépendance récente, 1979. Ce pays était dominé par un leader absolument immense, Agostinho Neto, dont le neveu est l'un des chefs de l'opposition aujourd'hui. Et puis la guerre civile. La guerre civile n'a évidemment pas arrangé les choses, un voisinage très compliqué, une immixtion permanente de l'Afrique du Sud, apartheid, raciste, dans sa vie politique intérieure, une révolution très violente qu'on lui a inventée, qu'on lui a créée, et puis l'internationalisation de la guerre angolaise, la présence des troupes cubaines, le rôle néfaste de la CIA. Tout cela a donné une situation qui, évidemment, rend la situation compliquée pour une expression démocratique. Donc la démocratie en soi a eu lieu quand les accords ont eu lieu avec de Jonas Savimbi et avec ceux qui lui ont succédé. Et donc, on peut espérer qu'il y tue, parce que finalement, il n'a pas eu lieu, une ouverture démocratique. Non, ce n'est pas un grand pays démocratique, ce n'est même pas un pays démocratique. Et on peut considérer que dans certains pays, on respire, en Angola, on ne respire pas la réalité. Après, l'espoir qu'on peut avoir, ce n'est pas que l'Angola soit demain un grand pays démocratique, que ce ne soit pas le Sénégal, ce n'est pas vrai, mais qu'il soit un pays ouvert et que le président Lourenço, vous connaissez tellement bien son nom, Graziella, je ne suis pas capable de le faire, mais qu'il soit capable, donc demain, avec tout ce qu'il nous a donné comme espoir, moi je pense que la diversification de l'économie, et vous avez raison, c'est la chose la plus importante. Je pense que le pouvoir d'achat des Angolais, il faut qu'il s'améliore, il ne faut pas oublier, et là je pense que Mme Ramayad a un jugement un peu sévère. Et la classe moyenne se développe de plus en plus. Le pouvoir d'achat des Angolais ces dernières années a connu une redistribution assez importante. Et le marché de consommation intérieure et de production intérieure s'est pas mal développé. Pas un jugement, c'est des faits. Voilà, non, mais je ne suis pas en train de dire que la situation, non, je suis pas en train de dire que la situation en Angola est impeccable. Je suis en train de dire que, somme toute, ces 10-15 dernières années, il a tout tiré vers le haut, la consommation et la croissance africaine. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il vit le contre-coup, évidemment, de la situation de tous les pays pétroliers qui ne sont pas capables d'inventer autre chose que le pétrole. Merci, Djemal. Dans l'actualité également, dès ce mois de janvier 2018, l'importation de quelques 900 produits sera interdite en Algérie. Objectif affiché, réduire le déficit commercial creusé par la baisse des prix des hydrocarbures. Les détails avec Ibrahima Dioumaba. L'Algérie veut réduire son déficit commercial avec une mesure d'interdiction d'importation de certains produits. Face à la chute des cours des matières premières et notamment du pétrole, qui représente 95% des exportations du pays, l'Algérie a vu ses recettes s'enfoncer progressivement. Une chute de recettes qui aggrave son déficit commercial. D'après les données du ministère du Commerce, la valeur des importations algériennes n'a baissé que de 2,1% à fin novembre 2017 par rapport à 2016 pour atteindre 42,8 milliards de dollars. Avec les nouvelles mesures, le pays s'attend à une diminution considérable, envisageant la facture des importations à 30 milliards de dollars en 2018 contre 45 milliards pour l'ensemble de l'année 2017 et 46,7 milliards en 2016. Nous avons décidé d'établir une liste composée de 851 articles qui seront interdits à l'importation. 126 produits verront l'application de la taxe douanière à 60%. La suspension à l'importation de ces produits est limitée dans le temps et sera levée progressivement avec ou sans maintien des taxes et autres droits. La mesure d'interdiction remplace le système de licence d'importation introduit il y a 2 ans, un système par lequel les importateurs devaient demander un permis d'achat à l'étranger, une mesure qui avait montré ses limites. Il y a 2 ans, presque 2 ans, le gouvernement a tenté de revenir à licence d'importation, mais cela a touché une partie de l'industrie, notamment l'industrie du bois, des industries qui dépendent en partie de l'importation de produits semi-finis. Et donc, le gouvernement a été amené à revoir cette mesure. Au sein de la population, une partie pense que les Algériens sont privés de beaucoup de produits, alors qu'une autre partie de l'opinion dit que c'est l'occasion jamais de relancer la production nationale. Selon le ministère algérien du Commerce, cette mesure sera reconduite en 2019. En rappel, cette interdiction concerne
concerne près de 900 produits à l'image des téléphones portables, les appareils électroménagers et certaines denrées alimentaires comme les légumes. Alors, Monsieur Kane, l'objectif des autorités algériennes, c'est bien évidemment de réduire le déficit commercial en boostant la production nationale. Mais est-ce que l'Algérie est véritablement en mesure de couvrir les 100% des besoins des produits concernés, quand on sait que sont concernés les téléphones ou encore des fruits et légumes et beaucoup de denrées alimentaires finalement? Bon, c'est vrai que l'Algérie quand même importe beaucoup de produits. Et puis je crois que ces produits dont qu'on a cité proviennent majoritairement du pays voisin, surtout du Maroc. Voilà, donc le Maroc est un grand exportateur de tous ces produits, de la majorité de ces produits qui ont été cités. Et puis on sait que les relations entre les deux États ne sont pas très fortes à l'heure actuelle, où ils se sont accusés mutuellement de trafic et puis autres. Voilà. Bon, donc moi je pense que ils veulent réduire le déficit qui est de 1,5 milliard de dollars. Et je crois que c'est à juste titre ils doivent le faire, parce que c'est vrai qu'aussi l'économie algérienne n'a pas été diversifiée. Beaucoup pensaient que l'Algérie produisait énormément de biens de consommation, mais ce n'est pas le cas. Et bon, ou bien ce sont des produits qui viennent de Chine qui ne sont pas de très bonne qualité, les téléphones et autres. À mon avis, ce n'est pas possible. Ils vont réduire peut-être les 900 produits dont ils ont parlé. Peut-être ils vont en réduire que 400 ou 500. Ça aussi, ça va imposer aux agriculteurs ou bien par exemple aux producteurs internes en Algérie d'améliorer la qualité de ces produits et puis de produire plus. Parce que l'Algérie quand même c'est un grand pays africain et puis qui a des visées panafricaines et puis justement vers le sud du Sahara. À l'heure actuelle, je crois que les visées marocaines sont beaucoup plus étendues et puis on voit que le Maroc, d'ailleurs vous aviez fait un débat ici sur le Maghreb et tout ça, le Maghreb arabe et autres. J'avais suivi ce débat qui était très intéressant. Mais je pense que l'Algérie a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir prétendre, par exemple, la diminution de ces 900 produits. Alors justement, Ramayad, que se passera-t-il si l'Algérie n'arrive pas à répondre à la demande? En fait, je suis, comment dire, à la fois surprise et déçue que le débat sur l'Algérie d'aujourd'hui se résume à un chiffre, un nombre, 900 produits. Le problème est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que là, on est en train d'expliquer voilà, là où il faudrait faire une opération à corps ouvert, on met juste un sparadrap. En tout cas, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Mais précisément, c'est pas par rapport à vous que je dis ça, c'est par rapport au débat dans lequel on inscrit l'Algérie aujourd'hui. Moi qui aime bien être optimiste par nature, je ne le suis pas trop concernant l'Algérie. Parce qu'elle fait face aujourd'hui à un choix où il n'y a que des désavantages. La crise économique est telle, le déficit, il n'est pas d'1 milliard, il est de 15 milliards de dollars. Est tel que pour sortir de cette situation-là, elle a le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire supplier le FMI de lui prêter de l'argent, ce que Bouteflika ne veut pas faire par goût d'une certaine souveraineté, il ne peut pas poser le genou à terre, ou bien faire fonctionner la planche à billets, et ce qui reviendrait à aller vers un scénario à la Venezuela. Maduro, ça tombe bien, était là, était à Alger il y a quelque temps. Et tout le monde y a pensé, avec une inflation à 4 chiffres, avec une dévaluation possible du dinar, etc. On reviendrait à la décennie noire. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, il est comment on fait aujourd'hui, compte tenu de l'opacité du système actuel, pour sortir d'une situation qui est gravissime et qui va impacter durablement, profondément, lourdement la population dans un contexte politique absolument explosif. Puisque, qu'est-ce que va faire Bouteflika? Va-t-il tenir, entre guillemets, pour aller jusqu'à un 5e mandat? Comment faire revenir les investisseurs avec des règles économiques comme par exemple celle du 51-49 qui oblige tout investisseur étranger à s'associer avec un local. Et donc ça empêche les investisseurs étrangers de venir investir dans un pays qui a pourtant besoin de ces investissements-là. Comment on fait quand on sait que 35 000 PME ont fermé leurs portes en 2016 ? Comment on fait quand on connaît l'état de la société civile algérienne ? Moi, je trouve que devant une telle situation,
900 produits importés qu'on interdit. Franchement, on est bien en deçà de l'ampleur des réponses et des choix. C'est peut-être un élément de réponse qu'apporte le gouvernement Il est largement insuffisant. Il est largement insuffisant. Et est-ce que l'Algérie échappera aux bailleurs étrangers, internationaux, type FMI, etc. C'est la question qui est aujourd'hui posée. Elle est absolument fondamentale. Et vous avez raison, Monsieur Khan. L'Algérie ne peut pas se permettre le luxe, parce que c'est un peu comme l'Angola, hein, 70% des revenus viennent du pétrole, et malgré l'embellie légère sur le baril, ça ne sera absolument pas suffisant. C'est un pays qui est fondamental pour le Maghreb et qui pèse lourd sur le continent africain et dont le destin doit tous nous interpeller et nous intéresser. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aimerais que l'Algérie s'ouvre un petit peu plus à la fois aux Africains et au monde. Parce que pour qu'on puisse, dans notre imaginaire, poser même des images sur l'Algérie. Je voudrais qu'on prenne le point de vue de Djimal très rapidement. Très rapidement, c'est l'Algérie, c'est compliqué. Moi, je suis malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je suis un passionné de ce pays et j'y ai vécu quelques temps et je trouve absolument triste la situation que vous décrivez et qui est malheureusement un peu vraie. C'est un bijou, c'était le grenier de la France et je trouve triste qu'il importe aujourd'hui une partie de ses fruits et légumes. C'est absolument lamentable, je le déplore aussi. Cela dit, il faut leur donner un bémol. Ils ont vécu une guerre civile atroce au moment où les autres ne l'ont pas vécu. Ils ont payé un prix très cher du terrorisme qu'ils ont dû affronter pendant très longtemps et qui ne leur a donné aucune stabilité et aucune possibilité de s'en sortir. On ne peut pas juger l'Algérie aujourd'hui sans faire attention à ça. Il y a 15 ans, 20 ans, le souci en Algérie n'était pas d'avoir une croissance économique, c'était d'avoir la paix. Le souci des Algériens, ce n'était pas des magasins remplis, c'était une bombe qui n'explose pas. C'est une bataille qu'ils ont presque gagnée. Maintenant, il leur reste évidemment d'autres choix à faire. Il y a des non-choix qui ont été faits et des mauvais choix, malheureusement, qui ont été faits. Les mauvais choix, ça a été ceux des premières années. J'enfonce une porte ouverte et j'ai des banalités, c'est ce que vous savez tous. Des choix industriels qui n'étaient pas très probants, des choix en matière de développement économique qui n'étaient pas non plus en tout cas en conformité avec la situation du pays et la situation de la région. Et les non-choix qui n'ont pas été faits, c'est de payer une dette colossale, ce qui a ruiné les finances du pays. Ça, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un bijou. Et que si ces bijoux s'ouvrent, il sera probablement l'un des plus polis et des plus beaux de la région. Et puis, bon, je pense que pour l'Algérie aussi, il faudra savoir que c'est un pays qu'on cherche à déstabiliser constamment par les puissances étrangères, parce que la guerre de libération, la guerre d'indépendance algérienne n'a pas été bien vécue par des puissances étrangères. Ça, il faut le dire, hein. Il faut que les Africains aussi le sachent. C'est un pays qui est surarmé, parce que déjà en 2011, hein, lorsqu'il y avait eu ce qu'on appelait le printemps arabe, on a cherché à déstabiliser l'Algérie. Mais heureusement que l'armée algérienne a tenu bon, parce que si Qui ont Mais bon, des puissances étrangères, je ne vais pas citer, mais non, bon, tout le monde le sait. Et puis voilà, si tu ne sais pas, tu le sais mieux que moi. Monsieur Khan, tu le sais mieux que moi. Voilà, donc moi je pense qu'ils se sont surarmés et puis l'heure maintenant est venue à l'Algérie justement de s'ouvrir au monde et puis de s'ouvrir à l'Afrique. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.